Temps contre temps. Une émission de Canal Académie. On retrouve Maude Aigrin. Bonjour, pourquoi autant de malentendus autour du libéralisme? Pourquoi autant d'idées reçues et même parfois d'idées fausses autour de la pensée libérale? Une pensée qui pourtant a démontré son efficacité, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique. Bref, pourquoi nombre d'intellectuels semblent rejeter par principe le libéralisme? Cette question, pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Raymond Boudon, paru aux éditions Odile Jacob. Et donc cette émission, Temps contre temps, vous reçoit. Raymond Boudon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous êtes également professeur émérite à la Sorbonne. Et comme le veut le principe de cette émission, pour vous répondre et pour discuter avec vous, un doctorant, Laurent Tessier, bonjour. Bonjour. Alors vous achevez actuellement une thèse de sociologie sous la direction de Raymond Boudon, une thèse consacrée à la sociologie du cinéma et de la fiction. Précisément, je vais donner son titre, Succès et représentation à vocation collective, le cas des films de fiction américains traitant de la guerre du Vietnam. Alors, les présentations sont maintenant faites et avant toute chose, je pense qu'il convient bien sûr d'éviter certaines généralités malheureuses et donc de souligner que tous les intellectuels ne sont pas hostiles au libéralisme. Certains le sont plus que d'autres. On peut faire des catégories. Oui, l'hostilité des intellectuels au libéralisme varie dans le temps, dans l'espace, et selon les catégories d'intellectuels. Effectivement, par exemple, pour prendre une distinction tout à fait évidente, les économistes ou les juristes sont moins souvent hostiles au libéralisme que ne le sont les sociologues, les psychologues ou les gens qui appartiennent aux sciences humaines. Et au niveau spatial, comme vous venez de le dire ? Au niveau spatial, il y a des particularités nationales. Par exemple, la France est particulièrement hostile au libéralisme, je crois. Et je crois que ça tient en grande partie à l'histoire de la France. D'abord, la grande histoire de longue durée qui fait que le bonapartisme, la monarchie absolue, le bonapartisme, l'étatisme sont des traditions qui sont beaucoup plus marquées en France qu'elles ne le sont, par exemple, en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. Et puis, alors, il y a les données de longue période. Il y a les données conjoncturelles également. Le fait qu'en 45, le Parti communiste est le seul parti qui ait gardé une espèce de virginité. Et par conséquent, ceci explique que beaucoup d'intellectuels, d'historiens, de géographes, etc., se recommandent du communisme et par conséquent sont très antilibéraux. Donc il y a des facteurs multiples. Donc on vient de le voir, effectivement, il existe plusieurs catégories d'intellectuels plus ou moins hostiles au libéralisme qui en tout cas expriment plus ou moins de réticence à l'égard de cette pensée libérale. De la même façon, il existe plusieurs libéralismes, toujours dans cette introduction. Évidemment, je ne vais pas vous demander de revenir sur la définition précise du libéralisme économique, ni même sur celle du libéralisme politique. En revanche, il peut sembler important d'expliquer concrètement à quoi correspond le libéralisme philosophique. Qu'est-ce que c'est une représentation libérale de l'homme, Raymond Boudon? Oui, alors ça, je crois que c'est très important parce que en général, on assimile le libéralisme au libéralisme économique. Oui, c'est le premier réflexe, effectivement. C'est le premier réflexe. Et c'est ce qui explique en grande partie le refus du libéralisme aujourd'hui. Ceci dit, il faut bien voir que le libéralisme est une pensée globale qui se forme à la fin du XVIIIe siècle. C'est une manifestation de la philosophie des Lumières. Donc les racines philosophiques sont très profondes. Et le libéralisme philosophique, selon moi, est la matrice à partir de laquelle naissent les autres formes de libéralisme. Par exemple, le libéralisme politique naît du libéralisme philosophique. Le libéralisme philosophique avance qu'il faut respecter autant qu'on peut dans l'organisation sociale la dignité de la personne, la dignité de l'individu. L'individu au sens premier du terme, c'est-à-dire l'homme en tant qu'individu. L'homme en tant qu'individu, respecter sa dignité, lui donner autant d'autonomie que possible. Il faut que les institutions sociales lui donnent, et politiques, lui donnent autant d'autonomie que possible. Et vous voyez que ça débouche de cette manière-là très naturellement sur le libéralisme politique, c'est-à-dire l'affirmation des droits politiques. De même, à
partir de l'affirmation de la valeur de la personne, de la valeur de l'individu, s'affirme également du côté de l'économie l'importance sociale de la liberté d'entreprendre, et vous avez le libéralisme économique. Et alors à l'inverse, quelle est la représentation que la pensée illibérale se fait de l'homme? Comment est-ce qu'elle le conçoit? Ben, je crois que c'est un petit peu une image, c'est la thèse que j'ai essayé de soutenir, c'est une espèce d'image négative du libéralisme, c'est-à-dire que le libéralisme explique que l'individu, le respect de la dignité de l'individu, etc., représente en quelque sorte la valeur fondamentale. Il explique que l'État ne doit pas trop intervenir dans les affaires de la société, dans les affaires de la vie politique. La pensée illibérale, à l'inverse, a tendance à donner à l'État une sorte de toute-puissance. En ce qui concerne l'organisation de la société, les libéraux, le libéralisme, voient la société comme un système très compliqué de relations, d'interactions entre les hommes. La pensée illibérale simplifie beaucoup les choses, et très souvent, dans ses formes les plus exagérées, le Marx, ce que j'appellerais le marxisme dégénéré, parce que Marx est beaucoup plus compliqué que ça, on a tendance à dire que la société se compose de deux classes, une classe dominante, une classe dominée. Vous voyez. Donc sur tous les sujets, il y a un petit peu la tradition, il y a deux traditions qui s'installent, la tradition libérale, et puis une tradition qui est inversée par rapport à la tradition libérale en ce qui concerne la représentation de l'homme. Et vous dites d'ailleurs très bien dans votre livre que la pensée en tout cas les intellectuels qui s'opposent à cette pensée libérale voient l'homme comme un être soumis à des forces que vous dites sociales, culturelles, et non pas comme un être doué de raison. Ce distinguo est vraiment autour de un côté un individu raisonnable et de l'autre un individu soumis à des forces qu'il ne maîtrise pas. Oui, ça je crois que c'est très important. L'homme de la philosophie des Lumières et du libéralisme, c'est un homme qui a des désirs, des intentions, des objectifs, et qui grosso modo s'efforce d'employer les moyens qu'il estime les plus appropriés pour les atteindre. Donc l'intentionnalité, la rationalité sont les paramètres essentiels de l'homme, de la philosophie des Lumières ou du libéralisme. Si vous prenez le marxisme, c'est l'inverse. C'est l'inverse en ce sens que la notion de fausse conscience, qui n'est pas de Marx, mais qui est de Mehring, mais peu importe, mais indique que l'individu est aveugle sur lui-même et qu'il est en fait mu par des forces sociales. La psychanalyse, qui s'est développée complètement indépendamment, dira la même chose. Là, il est mu par son inconscient. Il est mu par son inconscient. Et alors, le fait de s'inscrire, enfin, en tout cas, de croire comme cela, que l'homme est soumis à des forces, ça permet finalement, et ça vous l'expliquez très bien dans votre livre, ça permet aux intellectuels de s'attribuer un rôle primordial, un rôle très important qui est celui finalement d'éclairer le sens commun, qui lui n'est pas capable de le faire tout seul puisqu'il est soumis à des forces, et de donner des grilles d'explication. Laurent Tessier, est-ce que vous pensez vraiment que ces intellectuels ont ce rôle de critiquer la société, de donner des grilles d'explication, et qu'ils s'en réclament aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui, absolument. Il y a ce rôle de critique qu'on voit très bien dans tous les mouvements dits altermondialisation, type attaque ou et ce qui me semble intéressant dans la formulation donc de la question de Raymond Houdon, pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, enfin le formuler comme ça de manière négative, c'est que justement ces mouvements ne se réclament plus aujourd'hui d'une grande idéologie globale qui serait censée remplacer le libéralisme. On a affaire à une sorte de rejet pur, c'est-à-dire tout se fonde, et je dirais ce qui rassemble tous les groupes altermondialisation, c'est le refus, le rejet en premier, et c'est pour ça que dire pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, plutôt que, comme on l'aurait fait autrefois, se demander par exemple pourquoi ils aiment le marxisme, ça c'est plus vraiment la question. Là on est vraiment dans le rejet pur qu'on peut voir dans des mouvements type Stop la pub ou des choses comme ça, où ce qui est exprimé en premier, c'est le rejet. Le rejet, la critique, et selon vous, pas de solution donnée dans le même sens ou... Non, et je pense... Une critique qui s'arrête à la critique, mais qui ne va pas jusqu'à la proposition de solution? Bah, en tout cas, il y a peut-être pour l'instant une espèce de bouillonnement comme ça, des petites solutions qui sont proposées, mais on n'a plus deux grandes idéologies, le marxisme et le libéralisme, qui seraient opposées l'une à l'autre. Très bien. Alors, ces idées illibérales, donc on vient de le voir,
offre aux intellectuels qui s'en réclament un rôle important, celui d'éclairer l'homme, le sens commun, la population. Ça leur donne également des clés pour expliquer les inégalités qu'ils observent aujourd'hui dans nos sociétés. Alors Raymond Boudon, dans votre livre, vous utilisez beaucoup ces inégalités, vous vous appuyez dessus, vous en donnez notamment 2 exemples très précis, celui de l'inégalité des chances et celui des inégalités nord-sud, contre lesquelles justement les mouvements altermondialistes essaient de s'élever. Pour vous, les intellectuels qui n'aiment pas le libéralisme voient justement dans le libéralisme la cause de ces inégalités, alors que selon vous, Raymond Boudon, c'est parce qu'on s'est éloigné du libéralisme que ces inégalités sont nées. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 exemples? Dans bien des cas, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est parce qu'on n'est pas assez libéral et que les inégalités s'installent et se renforcent. Alors l'exemple que j'ai pris ici et que je crois est assez parlant, on parle beaucoup des inégalités nord-sud. Et c'est un problème très important. Les inégalités nord-sud, personne ne peut les accepter. Il faut les combattre. Encore faut-il trouver les bons moyens pour les combattre. Et dans certains cas, il y a des moyens très simples, difficiles à mettre en œuvre, mais très simples à formuler, qui appartiennent au registre libéral. Je pense par exemple à ces mesures protectionnistes qui sont actuellement utilisées par les États-Unis en matière de coton. Tout le monde sait que si les États-Unis et si l'Europe aussi, mais dans une moindre mesure, avaient une autre politique agricole, si elles renonçaient à avoir une politique agricole protectionniste, eh bien dans ce cas, ça changerait du jour au lendemain la situation, les inégalités entre les pays européens et certains pays producteurs de coton, par exemple, comme le Burkina Faso. Enfin, ça, on le sait. Alors simplement, actuellement, les mesures protectionnistes sont telles que les gens du Burkina Faso fabriquent un coton qui en plus est meilleur que le coton américain parce qu'il est récolté à la main, par conséquent il est plus propre, mais ils n'arrivent pas à le vendre en raison du protectionnisme américain. Alors voilà, on a là un exemple parlant du fait que ce sont des mesures illibérales qui ont engendré les inégalités. Sur les inégalités scolaires? Les inégalités scolaires, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que comme on a raisonné à partir, l'enfer est pavé de bons sentiments. Alors, raisonner en termes d'égalité, ça, tout le monde est d'accord pour dire que l'égalité des chances scolaires est un impératif. C'est-à-dire, toute démocratie est censée favoriser l'égalité des chances. Ceci dit, la question est de savoir comment la favoriser. Et alors, les mesures qu'on a prises sont des mesures apparemment de bon sens et qui tombent sous le sens, mais qui sont en fait contre-productives. On a supprimé les sanctions, on a cassé le thermomètre, on a allongé le tronc commun, on a pris toutes sortes de mesures visant à ce que tous les élèves aillent dans l'enseignement général. Le résultat, c'est quoi? C'est un délabrement des systèmes d'enseignement et c'est un taux de chômage insupportable des jeunes diplômés. Mais en quoi ces mesures que vous venez de décrire s'opposent à la théorie libérale? Parce que ou s'en éloignent tout du moins. Parce qu'on a raisonné en termes de variables abstraites et pas du tout en termes de motivation individuelle. On a oublié l'individu dans l'analyse. On s'est dit simplement si on casse le thermomètre, normalement, les indicateurs d'inégalité devraient tomber, ce qui était complètement faux. Et à l'époque, quand j'avais travaillé sur ces questions-là, je m'étais aperçu du fait, par exemple, que les universités anglo-saxonnes, qui sont sélectives et on décrit très souvent comme des universités vendues au capitalisme, si l'on peut dire, très inégalitaires. Sauf que si l'on regarde les chiffres, en dépit de ces phénomènes de sélection, les universités anglo-saxonnes sont plus démocratiques, c'est-à-dire que la liaison entre l'origine sociale et le niveau scolaire atteint par les individus est plus faible dans les pays anglo-saxons, l'était en tout cas. Je ne sais plus maintenant, mais l'était. Ça, c'est une donnée que personne n'a voulu voir. Temps contre temps reçoit Raymond Boudon, sociologue et philosophe, ainsi que Laurent Tessier, doctorant en sociologie. Avec eux, nous tentons de répondre à une question essentielle. Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme? Question qui est également le titre du dernier ouvrage de Raymond Boudon paru aux éditions Odile Jacob. Nous nous retrouvons après une pause. Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture
ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure. On retrouve Maude Aigrin. Nous reprenons le cours de notre émission. Temps contre temps reçoit Raymond Boudon, sociologue et philosophe, ainsi que Laurent Tessier, doctorant en sociologie. Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme? C'est le titre du dernier ouvrage de Raymond Boudon paru aux éditions Odile Jacob. On vient donc de voir quelles étaient les origines des idées libérales, pourquoi certains intellectuels s'en sont fait l'écho, et justement maintenant on va se pencher sur cet écho. Comment se fait-il que les idées illibérales se soit finalement, on peut le penser, facilement imposées, tout du moins en France? Comment sont-elles diffusées dans les milieux universitaires, mais aussi de fait auprès du grand public? Raymond Boudon, vous y voyez le fait de l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche. En quoi est-ce que cela est lié? En quoi est-ce que cela a affaibli la pensée libérale? Oui, il y a deux choses. Il y a l'évolution effectivement de l'université de masse. L'université de masse est ce qu'on appelle l'université de masse. Qui date qui date de la fin des années 50, qui correspond à une montée brutale à un niveau mondial, pas seulement en France, partout, des effectifs. Comme disent les économistes, une augmentation brutale de la demande scolaire. Alors, les systèmes ont réagi plus ou moins bien à cette situation, et les systèmes plus centralisés ont plutôt plus mal réagi, parce que les systèmes non centralisés ont une espèce de vertu d'adaptabilité immédiate. C'est pour ça que la crise a eu beaucoup moins d'effets dans un pays comme les États-Unis, par exemple, qu'en France. Et probablement, ça a eu plus d'effets en France qu'en Allemagne, parce que en Allemagne, il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale. Le pays est beaucoup plus décentralisé. Bon, alors, il y a ça, cette augmentation brutale de la demande scolaire, une mauvaise réaction du politique qui n'a pas su analyser les choses, qui n'a pas su se donner une politique visionnaire. Le résultat de tout ça, ça a été probablement un affaissement de la production et de la transmission du savoir. Une baisse du niveau. Une baisse du niveau. À la fois des enseignants et des enseignés. Oui, parce que tout ça, c'est des réactions en chaîne. On est d'abord enseignant, étudiant, puis après on devient enseignant, puis après, etc. Donc, il y a eu probablement ce phénomène de réaction en chaîne. Et alors, les disciplines qui ont été les plus atteintes sont certainement les disciplines qui avaient la colonne vertébrale la plus fragile. Si vous voulez, en mathématiques, les mathématiques sont ce qu'elles sont, elles ne peuvent pas se dégrader. Si elles se dégradent trop, elles n'existent plus. Enfin, même chose pour la physique théorique ou la biologie. Enfin, donc les sciences humaines étaient finalement au tout premier plan. Et d'autant plus que il s'agissait de sciences humaines plus récentes. Enfin, la psychologie, la sociologie, qui sont des sciences assez récentes par rapport à l'histoire, la géographie ou la philosophie, ont probablement été plus atteintes. Et alors, les théories que vous dites difficiles comme le libéralisme sont du coup moins enseignées. Laurent Tessier, vous qui appartenez à cette université d'aujourd'hui, est-ce que vous avez cette impression que certaines disciplines, ou tout du moins certaines théories jugées plus difficiles que d'autres, notamment le libéralisme, c'est vrai que la théorie est compliquée, est moins enseignée ou moins volontiers enseignée? Je dirais que dans le cadre de la sociologie, ce qui est toujours difficile, c'est d'éviter, même pour les étudiants les plus jeunes, de tomber dans le sociologisme, c'est-à-dire d'avoir des élèves qui, pour tous les problèmes, vont dire c'est la faute à la société, ou des choses de ce goût-là. Mais effectivement, je vois bien dans les enseignants autour de moi que c'est plus facile, d'un certain sens, pour des étudiants qui débutent en sociologie, de prendre certains théoriciens ou certaines explications qui proposent des grosses explications macrosociologiques qui sont très facilement compréhensibles, et qui peuvent être dichotomiques, et donc voilà, c'est ça, qui présente des grandes dichotomies, plutôt que effectivement le libéralisme, l'individualisme méthodologique qu'on va considérer comme tout aussi intéressant, mais qu'on va pas souvent les enseignants vont pas vouloir commencer par là parce qu'ils vont se dire que c'est plus fin, plus compliqué, qu'on y viendra après. Effectivement. Et est-ce qu'on y vient après, ou finalement est-ce qu'on y vient de moins en moins? Alors, dans le cas de Paris 4, je pense qu'on y vient après, ça c'est sûr, on y vient même dès le début. C'est sûrement un cas particulier. Non,
Non, c'est intéressant, effectivement, je pense peut-être on pourrait faire cette analyse et se dire que les gens qui sont plus avancés dans le système universitaire, c'est-à-dire à partir du 3e cycle, commencent à s'intéresser à ces problématiques et qui dans l'université de masse, s'y intéressent moins avant. Moi, je faisais ce parallèle avec le domaine de l'économie. Je vous disais que c'était frappant de voir que finalement la majorité des économistes sont plutôt des libéraux, alors qu'inversement, la majorité des profs d'éco de lycée sont en majorité plutôt marxistes et plutôt de gauche. Donc c'est pareil, on est face à une dichotomie qui est un peu étrange entre le secondaire et l'université. Voilà. Et effectivement, tout à fait logiquement, si on l'enseigne moins, la demande d'enseignement est moins forte, et j'imagine que les étudiants qui débutent en sociologie ou en philosophie sont finalement moins demandeurs d'apprendre et de comprendre cette logique libérale. D'ailleurs, vous le dites très bien, Raymond Boudon, vous dites que à l'inverse de cet effort de compréhension, vous voyez émerger de plus en plus une montée en puissance du moralisme. C'est ce que vous appelez la naissance des belles âmes. Vous dites qu'à défaut de comprendre, il est plus facile de juger. Et là, est-ce que c'est pas un jugement justement un peu dur que vous faites à l'encontre des intellectuels antilibéraux? Ah, les belles âmes, ça c'est Hegel, c'est une vieille histoire. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de juger que d'analyser. Enfin, et alors je rajouterais à ce que disait Laurent Tessier il y a un instant, que le libéralisme, dans la mesure où il attache une importance fondamentale à l'individu, est intrinsèquement complexe d'un point de vue intellectuel, puisqu'il s'agit en quelque sorte de tirer les phénomènes d'interaction, les phénomènes sociaux, du comportement d'un grand nombre d'unités élémentaires. Par conséquent, immédiatement, la méthodologie individualiste est complexe. Plus complexe que de voir des masses. Que de voir des masses, des grosses variables, etc. Absolument. Donc là, il y a ça aussi. Il y a cet aspect de difficulté intellectuelle intrinsèque qui est incontournable et qui fait que le libéralisme et ce qui va autour ne sera jamais très très populaire, parce qu'il est objectivement difficile. De même que on convaincra jamais tous les étudiants de faire des mathématiques ou de faire du chinois, parce qu'il y en a beaucoup qui préféreront faire apprendre des langues plus simples. Donc cette montée du moralisme, vous l'observez comment au sein des universités et également notamment vous parlez beaucoup des médiateurs, on pense aux médias qui s'approprient ces thèses moralistes, qui sont faciles à finalement diffuser auprès du grand public. Comment vous observez un peu tout ça? Alors, tout ceci se développe aussi sur un fond de scepticisme. Il y a eu, dans les dernières années, un développement de toute une philosophie des sciences qui a eu beaucoup d'importance et qui, au fond, débouche sur un scepticisme très, très, très prononcé. Enfin, alors ça a énormément de conséquences. Le fait que on ne croit plus vraiment, ou en tout cas on ne croit plus avec la même force qu'autrefois au savoir, à la connaissance. On ne croit plus que autrefois, si vous voulez, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand on faisait des sciences humaines, on se disait alors on a le même objectif que quand on fait des sciences. Il s'agit d'accumuler du savoir, de produire du savoir et de transmettre du savoir. Aujourd'hui, ce scepticisme, ce relativisme ambiant qui s'est beaucoup développé, fait qu'il y a beaucoup de gens en psychologie, en sociologie ou dans les sciences humaines, en anthropologie de manière générale, qui vous diraient que cet objectif d'accumulation des connaissances, de production du savoir est un objectif illusoire. Enfin, alors à partir du moment où il y a cette espèce de scepticisme qui se développe sur la fonction production de la connaissance des sciences humaines, à ce moment-là, leur fonction critique tend à prendre davantage de force. La fonction critique des sciences humaines a toujours été là. Enfin, Proudhon, par exemple, est un auteur essentiellement critique. Mais tous les processus dont on vient de parler ont pour effet que le savoir comme valeur tente à être discrédité au profit des valeurs de critique et des valeurs morales. Et des valeurs morales. Et dans la poursuite de votre raisonnement, vous y voyez du coup l'émergence de théories utiles que vous opposez aux théories vraies. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu réexpliquer cette différence entre une théorie utile et vraie, et puis on demandera à Laurent Tessier effectivement s'il est difficile de voir émerger des théories vraies, ou s'il faut attendre le long terme que la réalité vienne sanctionner ces théories. Oui, c'est une idée un petit peu insolente de Pareto qui disait une théorie peut être
vrai sans être utile, ou utile sans être vrai. Enfin, les 4 cas sont possibles. Utile, non vrai, non utile, non, etc. Et Pareto disait que très souvent, les théories qui s'installent, surtout dans les domaines où le contrôle de la connaissance est plus difficile qu'en physique, par exemple, ben, il y a très souvent des théories qui s'installent plutôt parce qu'elles sont utiles, c'est-à-dire parce qu'elles sont utiles par rapport aux intérêts de certains groupes ou parce qu'elles répondent à une demande. Parce qu'elles répondent à une demande, soit matérielle, soit une demande intellectuelle. Et en ce sens, il y a toutes sortes de théories utiles qui se sont installées sur le marché, qui pour autant n'étaient pas vraies. Par exemple, par exemple, le marxisme, on a cru pendant très longtemps qu'on pouvait organiser les sociétés en les planifiant et que ça serait beaucoup mieux si elles étaient planifiées que si on laissait les forces anonymes des sociétés libérales se développer. Maintenant, on sait, mais il a fallu que beaucoup d'histoires passent et que le sang coule pour qu'on le sache. Mais aujourd'hui, c'est une vérité qui est admise. Les sociétés sont des entités beaucoup trop complexes pour qu'on puisse chercher sans dommage à les planifier. Et c'est ça la difficulté finalement pour déterminer si une théorie est vraie ou non, c'est qu'il faut attendre que le temps passe, que la réalité vienne sanctionner cette théorie. C'est pour ça que c'est si difficile de critiquer les pensées illibérales, Laurent Tessier. Parce que finalement, tout ça se joue dans le long terme. Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à opposer aux penseurs illibéraux une critique ? Non, je pense qu'on peut leur opposer, on peut critiquer les critiques, bien sûr, mais et là, à mon avis, c'est là où justement ça devient de plus en plus difficile. C'est quand on passe de ce temps critique qui, à mon avis, est à un moyen terme, au temps esthétique, où là, effectivement, la pensée sociologique ou la pensée scientifique devient essentiellement une forme artistique, et on le voit très bien chez des penseurs contemporains ou des sociologues contemporains type Latour, qui ont eu finalement une période critique des sciences, et cette période critique les a amenés à se dire que tout ce qui est important dans une théorie scientifique, c'est qu'elle soit neuve, qu'elle soit attrayante, et que finalement le côté scientifique, le côté démonstration, passait au second plan. Donc à mon avis, à la rigueur, tant qu'on est dans le moment critique, il peut y avoir débat, mais quand on passe au moment esthétique, là, le débat devient plus difficile, et globalement, c'est sûr que d'une certaine manière, le travail de recherche en sciences humaines, par certains côtés, a tendance à devenir de plus en plus esthétique, et ce qui est amusant, c'est que dans le même temps, le travail esthétique devient de plus en plus de la recherche. Les médias pardonnez-moi, ce qu'on peut ajouter, c'est que la critique non seulement est toujours possible, mais qu'elle existe toujours. Simplement, la question, c'est que si une critique juste est formulée, elle ne passe pas nécessairement si elle contredit une théorie utile. On le voit par exemple. Là, les médias ont leur rôle à jouer, ont leur responsabilité. Les médias, mais pas seulement les médias, les intellectuels. Je pense par exemple au cas de Popper, qui énonce un certain nombre de vérités vers 1938. Eh ben, dans le cas de la France, le nom de Popper ne dit quelque chose aux gens que beaucoup plus tard, environ 30 ou 40 ans après. Parce que il y avait une résistance, sa pensée ne passait pas. C'est la même chose si on regarde l'histoire de l'économie, si vous voulez, la pensée de Hayek n'est pas du tout passée tant que la doctrine économique était dominée par la pensée de Keynes. Est-ce que finalement, en conclusion, on peut dire que la pensée, la loi libérale qui entre l'offre et la demande, finalement a des conséquences sur cette grande diffusion de la pensée illibérale qui est peut-être plus attendue de l'opinion des Français. Et ça sera la conclusion. L'illibéralisme dans le court terme, c'est l'illibéralisme qui gagne. Ce que j'aurais tendance à dire en conclusion, c'est que dans le long terme, c'est le libéralisme qui gagne. Voilà, c'est la fin de cette émission Temps contre temps, consacrée au libéralisme et aux réticences de certains intellectuels à son égard. Temps contre temps recevait Raymond Boudon, professeur émérite à la Sorbonne et auteur d'un ouvrage intitulé « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme » paru aux éditions Odile Jacob. Et Temps contre temps recevait également Laurent Tessier, doctorant en sociologie à l'université Paris 4 Sorbonne.
Contretemps. Une émission de Canal Académie. On retrouve Maud Aigrin. Bonjour, pourquoi autant de malintellectuels ne sont pas hostiles au libéralisme? Certains le sont plus que d'autres, on peut faire des catégories? Oui, l'hostilité des intellectuels au libéralisme varie dans le temps, dans l'espace, et selon les catégories d'intellectuels. Effectivement, par exemple, pour prendre une distinction tout à fait évidente, les économistes ou les juristes sont moins souvent hostiles au libéralisme que ne le sont les sociologues, les psychologues ou les gens qui appartiennent aux sciences humaines. Et au niveau spatial, comme vous venez de le dire? Au niveau spatial, il y a des particularités nationales, par exemple. Également professeur émérite à la Sorbonne. Et comme le veut le principe de cette émission, pour vous répondre et pour discuter avec vous, un doctorant, Laurent Tessier. Bonjour. Bonjour. Alors vous achevez actuellement une thèse de sociologie sous la direction de Raymond Boudon, une thèse consacrée à la sociologie du cinéma et de la fiction. Précisément, je vais donner son titre, Succès et représentation à vocation collective, le cas des films de fiction américains traitant de la guerre du Vietnam. Alors, les présentations sont maintenant faites et avant toute chose, je pense qu'il convient bien sûr d'éviter certaines généralités malheureuses et donc de souligner que tous les Par exemple, la France est particulièrement hostile au libéralisme, je crois, et je crois que ça tient en grande partie à l'histoire de la France. D'abord, la grande histoire de longue durée qui fait que le bonapartisme, la monarchie absolue, le bonapartisme, l'étatisme sont des traditions qui sont beaucoup plus marquées en France qu'elles ne le sont, par exemple, en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. Et puis, alors, il y a les données de longue période. Il y a les données conjoncturelles également. Le fait qu'en 45, le Parti communiste est le seul parti qui ait gardé une espèce de virginité. Tendu autour du libéralisme, pourquoi autant d'idées reçues et même parfois d'idées fausses autour de la pensée libérale, une pensée qui pourtant a démontré son efficacité, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique. Bref, pourquoi nombre d'intellectuels semblent rejeter par principe le libéralisme? Cette question, pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Raymond Boudon, paru aux éditions Odile Jacob. Et donc cette émission, Temps contre Temps, vous reçoit. Raymond Boudon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous êtes